Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision panafricaine. Aujourd'hui, mardi 9 février 2021, nous allons parler dans cette émission spéciale Edition que vous présente Yves Kenao avec la collaboration technique, j'allais dire, la production de Malik Sall. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la corne de l'Afrique. Du côté loin de l'Afrique occidentale, dans la corne de l'Afrique, là où tout se passe. Il s'agit bien de ce pays-là qui parle le français et qui parle l'arabe. Il s'agit bien de nos frères avec qui nous sommes ici, de la République de Djibouti. La République de Djibouti a une superficie de 23 200 km² avec une population de 939 298, ça c'est depuis le recensement de 2015. Probablement qu'aujourd'hui, cette population-là augmenterait de nombre. Mais donc, la République de Djibouti est située au nord par l'Érythrée, à l'ouest et au sud par l'Éthiopie et au sud-est par la Somalie. La langue parlée, c'est le français. Les langues parlées, j'allais dire le français et l'arabe. Les langues nationales sont Somali et Afar. Aujourd'hui, je reçois la diaspora djiboutienne ici aux États-Unis. Elle va nous parler de la situation sociopolitique en Djibouti et surtout des élections présidentielles de 2021, du 30 avril 2021 dans ce pays où le président va se présenter pour la 5e fois, s'il vous plaît. 5 mandats, pour le 5e mandat. Ce que nous avons vu partout en Afrique occidentale, ça a contaminé d'une manière ou d'une autre la corne de l'Afrique, Djibouti. Donc, pour parler de cette présidentielle du 30 avril 2021, j'ai avec moi dans ce studio, dans ce beau studio de Tempo Afrique TV depuis les États-Unis, le tout premier c'est Saïd Bilé. Saïd Bilé, il est donc ici de la diaspora djiboutienne. Monsieur Saïd, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie. Merci. À ma droite, j'ai un ancien capitaine des forces armées de Djibouti. Il s'agit de Omar Hassan. Il est donc devenu un activiste et je vais le laisser lui-même il va se présenter à vous. Alors, monsieur Omar, bonsoir et présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Bonsoir. Comme vous l'avez bien dit, je suis l'ex-capitaine Omar Ali Hassan, mais avant cela, j'aimerais vous remercier de nous avoir reçus ici sur ce plateau pour pouvoir donc prêter notre voix à nos compatriotes africains dans le monde et à nos frères aussi djiboutiens. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, je vous informe, chers téléspectateurs, que monsieur Omar vient directement de la capitale Djibouti, ville de Djibouti, et il a les informations de dernière minute. Les informations de dernière minute. Alors, diaspora djiboutienne aux États-Unis et à travers le monde entier, restez focus, restez donc câblés sur ces 60 minutes que nous allons passer ensemble, car les informations de dernière minute de votre pays seront livrées ici gratuitement par notre invité Omar. Alors, Omar, vous savez, je ne vous présente plus, le 30 avril prochain, votre pays, Djibouti, sera appelé donc à élire un nouveau président. Et il se fait que, présentement, l'ancien président va se présenter pour une 5e fois. Mais avant de revenir sur ces présidentielles de 2021, présentez-nous la situation sociopolitique de Djibouti à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain à l'heure actuelle à Djibouti? Alors, un petit aperçu concernant ma personne. Je suis ex-commandant du bataillon d'intervention rapide, ex-capitaine des forces armées djiboutiennes. J'ai été dernièrement, j'ai commandé le bataillon d'intervention rapide de 2017 à 2019.
Et donc, j'ai été envoyé ici suite à un problème survenu concernant la gestion de mon bataillon. J'ai été donc envoyé en stage pour suivre le cours d'état-major ici. Ensuite, j'ai dû démissionner après quelques mois suite à quelque chose qui a touché toute la diaspora, mais qui a touché aussi beaucoup de personnes non djiboutiennes, qui est l'histoire du pilote, Fouad Youssouf Ali, qui avait fui le pays à cause de l'injustice qu'il a subie. Et donc, suite à cela, j'ai dû poster ma démission pour supporter le pilote Fouad Youssouf Ali, pour quelque part le sauver d'une mort certaine. Il est actuellement détenu. Donc ça, c'est un petit feedback concernant ma personne. Et depuis, donc, je milite pour les droits de l'homme et pour la démocratie dans mon pays. Moi-même, j'ai été donc victime de plusieurs injustices au cours de ma carrière. Donc, si je reviens à votre première question qui concerne la situation sociopolitique, on peut parler de crise parce que actuellement la situation sociopolitique à Djibouti est tout simplement explosive. Nous avons un taux de chômage donc de 80%. Nous avons des manifestations qui ont commencé avec cette histoire du pilote qui continue. Et la pauvreté, le chômage et ce 5e mandat d'un président qui, durant 43 ans, pendant 23 ans, le président Ismaël Omar Guelleh était donc président, mais 20 ans pendant la première présidence de son oncle. Il faut rappeler que le premier président est son oncle, donc il a été intronisé en 1999, en quelque sorte. Donc il était directeur de la sécurité nationale. Donc ça fait que dans 43 ans que le président vraiment tire les ficelles de ce pays. Donc la situation socio-économique est catastrophique à Djibouti. La jeunesse djiboutienne demande le changement. L'opposition donc est muselée. Et la majorité de l'opposition ont d'ailleurs boycotté l'élection présidentielle d'avril 2021. Donc voilà un aperçu de la situation sociopolitique à Djibouti qui est explosif quelque part. À l'heure actuelle. Alors, Monsieur Saïd, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais juste me présenter un peu avant d'intervenir sur ce point-là. Je suis Saïd Bilé, je suis à Minnesota depuis presque 15 ans. Je milite ici. Omar est venu s'ajouter à la diaspora. J'étais actif et voilà un nouveau membre qui vient d'arriver juste de Djibouti. C'est déjà un atout avec tout ce qui se passe. Sûrement, il a beaucoup de choses à nous dire. Mais concernant les situations à Djibouti, elle est tendue. Nous avons une élection présidentielle qui est proche, déjà dans 2 ans, dans 2 mois, je veux dire. Et la situation est tendue. Les droits fondamentaux, tels que les libertés d'expression, les libertés d'association, tout ça ne sont pas respectés à Djibouti et sont constamment bafoués. Donc, oui, il n'y a pas de surprise à Djibouti. Le président djiboutien, bien qu'il a dit timidement qu'il serait prêt pour un 5e mandat, ce qui est toujours un mandat de trop. Ben, la situation à Djibouti elle est explosive. Il y a quasi des manifestations quotidiennes. La population active à Djibouti sont quasi au chômage. Donc, c'est ce cocktail-là que le président djiboutien se présente aux élections présidentielles. Voilà, Monsieur Omar, à vous entendre parler, la manière dont vous avez présenté la situation sociopolitique de Djibouti, cette situation n'est pas rose. Elle n'est pas du tout rose et elle me fait penser que les droits de l'homme ne sont pas respectés, que la démocratie, elle est balbutiante, elle n'est même pas là, que les libertés fondamentales
ne sont pas respectés. Alors, c'est surtout le chômage de la jeunesse. Beaucoup de chômeurs jeunes. Or, l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. Voilà. Comment dans ces conditions-là, dans ces conditions et pas tout à fait roses, les élections se présentent. Alors, quels seront donc les enjeux de ces élections, aussi bien pour le parti au pouvoir, parce que quand on entend tout cela, ça veut dire que le bilan n'est pas positif. Hein? Et si je ne me trompe pas, le bilan n'est pas positif. Et quels sont les enjeux? Qu'est-ce que l'opposition va apporter de différent de ce que lui fait? Mais avant cela, quels sont donc les enjeux? Si c'est cela, qu'est-ce que le peuple djiboutien veut comme changement? Alors, le peuple veut un changement total, c'est-à-dire changement total, non seulement, non pas le changement du président, de la personne du président, mais c'est tout un système. Voilà. Ce système-là qui a une image d'une association de personnes politiques affairistes qui ont donc mis main basse sur les ressources du pays, qui se sont donc divisées toutes les ressources du pays. Or, vous savez que Djibouti est un des pays les plus stratégiques d'Afrique, oui. Puisqu'en même temps, il accueille la seule base américaine militaire et la base chinoise, militaire chinoise. Voilà. Donc, si ces deux puissances doivent cohabiter à Djibouti, c'est pour dire ô combien la position de Djibouti est stratégique. Voilà. Donc, c'est un changement de système que le peuple djiboutien veut pour parler des droits de l'homme, de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie à Djibouti, c'est plutôt une démocrature, c'est-à-dire une dictature qui a juste un masque de démocratie. Si je vous donne quelques chiffres, Djibouti est positionné sur 180 pays à la 178e place. Donc moins 2. Donc moins 2. Il n'y a que la Corée du Nord et la Chine qui font... qui bouclent la boucle. Exactement. Et donc c'est un classement RSF. Ouais. Reporters sans frontières. Sans frontières. Donc c'est pour vous dire que la liberté d'expression, la liberté de presse n'existe pas à Djibouti. Vous n'avez qu'une seule radio et télévision à Djibouti. Vous n'avez qu'un seul journal qui s'appelle La Nation à Djibouti. Non seulement la liberté d'expression, mais la chance de vivre dignement à Djibouti n'existe plus. Donc si je vous comprends, c'est difficile d'avoir les 3 repas par jour. Il y a des gens qui ont difficilement un repas par jour. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo qui a été faite par Médecins sans frontières. Une vidéo qui s'appelle Frustration Djibouti, qui est disponible sur le site web, qui montre la malnutrition qui touche la plupart de la population à Djibouti. Et si je reviens donc sur la liberté d'expression, à nos jours, vous ne pouvez pas liker un post qui émane d'un membre de l'opposition qui se trouve à l'étranger. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'est la dictature et la jeunesse est à bout de souffle et vraiment il ne manque que l'étincelle et je ne pense pas que ces élections-là auront lieu. D'ailleurs l'opposition a boycotté et nous appelons et nous ne ménageons aucun effort pour mobiliser la jeunesse afin qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. Vous savez, vous avez parlé de l'arrestation d'un pilote. Est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement dans quelles conditions ce pilote-là est détenu à l'heure actuelle? D'abord, dans quelles conditions il a été arrêté? Dans quelles conditions? Est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles il est présentement? Est-ce que vous avez touché certaines institutions des droits de l'homme? Puisque vous-même, vous êtes membre des droits de l'homme d'une association, d'une organisation des droits de l'homme. Est-ce que vous avez touché par exemple, la section droits de l'homme de l'ONU pour pouvoir regarder clair dans cette affaire pour que ce pilote-là innocent puisse être libéré? Alors, toute la diaspora, où qu'elle soit, ne ménage aucun effort pour montrer à quel point les droits de l'homme à Djibouti ne sont pas respectés. Et à travers ce pilote-là, qui est vraiment un héros national, parce qu'il
il a parlé haut et fort. Et donc ce pilote-là était maltraité par son chef de corps, qui est le commandant des forces aériennes, qui est un proche du président. Il faut savoir que l'appareil de sécurité et de défense, à 80%, 70% sont des membres familiales, donc des proches de la famille du président. La même chose donc pour l'administration et le business. Donc ce jeune pilote-là était banni de voler parce qu'il avait refusé de coopérer avec le commandant des forces aériennes qui lui demandait d'exécuter des tâches non militaires. Des tâches d'espionnage. Espionner, c'est être larbin, tout simplement. Donc ce pilote-là a écrit plusieurs rapports à sa hiérarchie, comme le veut le règlement, mais il faut savoir que le chef d'état-major général des armées, le commandant de la marine, le commandant de la garde-côte, le commandant de la garde républicaine, le commandant des forces aériennes, le directeur de la sécurité nationale, le directeur de la protection civile, l'adjoint de la police nationale, l'adjoint de la gendarmerie nationale, toutes ces personnes-là sont des proches du président. Il s'agit là d'une clique familiale qui a mis main basse sur le pays et qui dirige le pays d'une main de fer. Voilà. Merci. Alors, monsieur Saïd, dans ces conditions, pourquoi le président Ismaël souhaite un 5e mandat? Je pense qu'il n'y a pas de surprise. La constitution djiboutienne a été modifiée. A été modifiée pour juste permettre au président de rester à vie. Nous avons maintenant, il a l'âge de 75 ans. Déjà, c'est un homme épuisé, fatigué. Je ne pense pas qu'il pourrait terminer ce mandat. Mais ce qui est frappant, c'est que maintenant, le président a 75 ans et il se représente pour la dernière fois. Le Parlement se sont réunis pour modifier la Constitution pour lui permettre de rester à vie. Mais ils ont posé l'âge limite. Donc maintenant, il a 75 ans, il n'aura plus le droit de se représenter constitutionnellement. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il y a 2 scénarios qui pourraient se poser. Le président veut se représenter, veut aller à les élections, gagner et rester au pouvoir, juste pour créer son dauphin. Je ne pense pas que le premier scénario est valable. Il ne va pas aller directement au Parlement pour juste encore révoter la Constitution. Il va justement, il se donne du temps justement pour préparer son dauphin et aller de l'avant. Je ne pense pas que le peuple djiboutien est mûri, donc ils sont là, ils défendent leur liberté, ils manifestent tous les jours dans la rue. Je ne pense pas que M. Guélé va terminer ce mandat ou va gagner si ce ne c'est que il serait complètement la rue va lui barrer la route, si je veux dire. Donc vous pensez que d'ici 2 mois, la rue peut lui barrer la route? Voilà, c'est ça. Parce que je ne pense pas pour le moment que l'opposition est divisée, comme je le vois maintenant. Je ne pense pas que ça viendrait de là pour le moment, bien que ça travaille en coulisses. Mais bon, je pense que tout était misé sur la population. Il faut que la population prenne leur destin en main pour pouvoir chasser ces messieurs. Voilà. Que dit l'opposition pour ce 5e mandat du président? Que dit Guélé? Que dit l'opposition? L'opposition, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que l'opposition peut empêcher ce 5e mandat? Oui, ils peuvent opposer. Ils ont le temps. Nous avons juste 2 mois. 2 mois, c'est très court. Mais bon, il faut qu'ils se pressent et qu'ils forment une coalition pour pouvoir faire barrage ensemble. Et comment dire, prendre le leadership du mouvement de l'opposition pour qu'ils puissent un peu, dans la majorité des cas, barrer la route à Guélé. Voilà, M. Oumar, qu'est-ce que l'opposition fait? Est-ce qu'elle est en train de se préparer pour aller à ces élections? Je vous ai entendu parler du boycott. Est-ce que ce boycott actif fait que l'opposition, parce que la dernière fois que j'ai discuté avec un ami djiboutien ici, il m'a dit que l'opposition n'est que sur le terrain, on ne voit pas l'opposition, que sur le terrain, c'est comme si c'est rien. Est-ce que l'opposition se prépare réellement au cas où, par exemple, le président Ismaël Guélé disait « je ne vais pas ». Est-ce que l'opposition est prête pour aller à ces élections? Si au cas où il disait « bon, je ne vais pas ».
Très bien. Juste avant, je voudrais revenir sur les conditions de détention du pilote et ensuite je reprendrai cette question-là. Pour vous dire, une fois que le pilote a donc déserté, il a dû déserter puisque ses rapports n'ont donné aucun effet. Il a déserté en Éthiopie, donc il a été remis par les autorités éthiopiennes à Djibouti et quelques mois plus tard, il a eu l'occasion, la chance de pouvoir filmer ces conditions de détention. Donc on pouvait voir un pilote, une personne, un être humain avant tout, qui est donc incarcéré dans des toilettes. Donc cette vidéo-là est devenue virale, elle est disponible sur les réseaux sociaux et donc ça a créé un boom dans la communauté non seulement djiboutienne mais internationale puisque ici aux États-Unis, Susan Collins qui est sénateur de Maine a dû donc faire un rapport concernant le pilote Fouad pour donc avertir, alerter Mike Pompeo. Donc ça c'est pour parler des conditions de détention qui sont déplorables. Donc sa mère et son épouse se plaignent à chaque fois, ils postent des vidéos concernant leur droit de visite. Donc maintenant, ça fait 1 an qu'il est incarcéré sans aucun procès. Il n'a pas eu droit à un procès à ce jour. Est-ce qu'il a droit à des avocats? Il a un seul avocat, mais cet avocat-là n'a aucun pouvoir puisque le pouvoir est tenu par le régime. Donc si je parle donc de l'opposition, si je reviens à l'opposition, l'opposition travaille comme un sniper embusqué. Alors, et je vous signale que nous sommes avec un ancien capitaine, donc il parle en termes militaires. Donc je suis moi-même formateur des tireurs de précision. Des tireurs d'élite. Des tireurs d'élite et je commandais donc, j'ai eu la chance de commander le bataillon d'intervention rapide qui est l'unité d'élite actuelle à Djibouti. Donc le tireur embusqué, il est camouflé, embusqué, il délivre son tir au bon moment, quand les conditions sont réunies, température, l'humidité, la pression. Donc actuellement l'opposition est embusquée, il y a un travail énorme qui s'effectue, ça je peux vous le garantir. Et dans quelques jours, voire quelques semaines, il y aura des communiqués de presse qui vont émaner et la population ne sera pas livrée à elle-même. Donc j'en profite de ce plateau-là pour lancer donc un appel à tous les membres de l'opposition parce qu'il y a certains qui préfèrent faire route solo. Donc cette porte-là leur sera ouverte. Bientôt sera organisée une grande plateforme, une conférence qui va donc faire découvrir aux Djiboutiens cette équipe qui quand même regroupe 60 à 70% de l'opposition djiboutienne, des partis vraiment connus et des poids lourds, on va dire, de la place. Donc un travail est effectué. Voilà, des poids lourds. Alors, en parlant de poids lourds, qu'est-ce que ça dit à l'heure actuelle, qui sont ceux-là qui peuvent, en Djibouti, sur le plan politique, s'il y a élection, qui sont ceux-là qui peuvent quand même effrayer ou bien, comme on dit, bousculer un tout petit peu le président Ismaël? Il y en a, il y en a. Et parce que dans chaque pays, il y a toujours un poids lourd. Voilà. Ouais. Avant de pouvoir répondre à cette question, je voulais juste faire une pensée particulière aux détenus politiques tels que Fouad et Gabassé, les détenus politiques, les deux sont militaires. Donc, une pensée particulière à ceux-là. Donc, en ce qui concerne l'opposition, j'avais travaillé en 2013-2014 avec la coalition de l'opposition. C'était la première fois que l'opposition djiboutienne se réunit sous une coalition appelée USN, l'Union de Salut National. Particulièrement, j'étais active, on avait organisé ici une manifestation à Minneapolis à l'arrivée du président Guélé, on est parti sur Washington. Personnellement, moi, ce que je vais dire que l'opposition, c'est une force lorsqu'ils se réunissent. Comme on dit, l'union fait la force. On dit toujours l'union fait la force. C'est la seule fois que l'opposition djiboutienne
vraiment fait trembler le régime djiboutien. Et c'est après ça, le régime a demandé ce qu'on fasse un accord cadre. Et cet accord cadre, l'opposition malheureusement a accepté. Et c'est juste pour gagner une manière d'acheter du temps. D'acheter du temps pour casser l'appareil de l'opposition, pour racheter certains leaders de l'opposition. Donc, je vais dire à mon expérience que l'opposition est quelque chose lorsqu'ils sont réunis et pesés dans la cour des choses, dans la cour politique de Djibouti. Voilà. Durant ces élections-là, quelle place la société civile, alors, les organisations des droits de l'homme vont jouer dans ces élections? Et si je parle de cela, parce que j'ai vu dans beaucoup de pays, les sociétés civiles et les organisations des droits de l'homme ont joué un rôle très déterminant dans la chute des régimes. Dans le cas de Djibouti, est-ce que l'opposition djiboutienne travaille avec la société civile, les organisations des droits de l'homme et surtout la jeunesse? Surtout la jeunesse. Alors, comme vous l'avez dit, c'est très très important que les politiciens travaillent avec les organisations des droits de l'homme, parce que vraiment, ce qui peut inquiéter une personne ou un politicien qui ne respecte pas les droits de l'homme, ce sont ces organismes-là. Oui. Et aujourd'hui, nous avons donc un bagage assez lourd et conséquent qui concerne ce dossier-là et qui prouve que donc, le gouvernement à Djibouti est une dictature, puisque les droits de l'homme ne sont pas respectés. La société civile donc, et les politiciens et les activistes travaillent coude à coude avec les organismes des droits de l'homme. Ici, je voudrais rajouter, comme l'a dit mon frère Saïd, vous avez un deuxième détenu qui est un sergent de la garde républicaine, qui est détenu aussi de la même manière que le pilote, le lieutenant-pilote Fouad Youssouf Ali. Donc ce jeune homme-là est père d'une jeune fille et il est détenu parce qu'il a été soupçonné d'avoir photographié une des villas de l'enfant du président. Et donc il a été incarcéré, il est depuis incarcéré sans aucun, comment dirais-je, procès. Il faut rappeler aussi que suite à ces événements-là, une jeune caporale aussi de la garde républicaine a dû démissionner. Et moi, j'ai été le seul officier qui a démissionné, qui s'est mis à côté du pilote aussi. Donc, les droits de l'homme à Djibouti sont bafoués. Nous avons été choisis par une association qui se trouve au Canada, nous a donc nommés pour des prix qui sont directement liés à des organisations de défense des droits de l'homme. Donc ils ont nommé à ces prix-là le lieutenant-pilote Fouad Youssouf Ali, la caporale de la garde républicaine, et ainsi que moi. Ce sont les prix Lisa Parks. Donc cela déjà montre que vraiment il y a des organisations qui commencent à avoir un œil sur Djibouti et que les droits de l'homme sont devenus une chose très très vitale pour le maintien de la stabilité et de la paix à Djibouti. Voilà, pour le maintien, ça c'est vraiment important parce que pour perdre son boulot et aller en prison pour juste avoir photographié une villa d'un enfant du président, ben, eh bien, c'est le sacrilège. Hein. C'est dire un peu, c'est dire qu'on est en train de déplacer un tout petit peu les choses. Voilà, revenons pour parler politique encore une fois. Monsieur Saïd, est-ce qu'on peut dire en Djibouti à l'heure actuelle que les conditions sont réunies pour aller aux élections dans 2 mois? Car nous savons généralement en Afrique que les commissions électorales qui organisent les élections, les cours constitutionnels ou bien le conseil constitutionnel
le pouvoir judiciaire, les assemblées, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, tout ça là, c'est dans les mains d'un seul individu. Est-ce que dans votre pays, Djibouti, on peut dire à l'heure actuelle que les conditions sont réunies pour aller aux élections le 30 avril prochain? Non, je ne pense pas que les conditions sont réunies. Parce que depuis longtemps, l'opposition djiboutienne réclame ce qu'on appelle une CENI indépendante. Une CENI indépendante. Et ça a été dans l'accord cadre, l'élément essentiel de l'accord cadre. Cet accord cadre, il n'a pas été respecté. Le régime djiboutien ou le président Guelleh n'a jamais honoré un accord quel qu'il soit. Donc c'est malheureux encore. L'accord cadre a été jeté dans la poubelle. Et l'accord cadre, qu'est-ce qu'elle disait? Juste une CENI indépendante. Qu'est-ce que réclame l'opposition djiboutienne jusqu'à maintenant? C'est avoir une CENI indépendante et d'aller aux élections. Donc la légitimité de mandat ne se pose plus chez l'opposition. Ouais. Ils se juste demandent une commission indépendante. Et c'est qui le président Guelleh refuse catégoriquement. Parce qu'une CENI indépendante, c'est sûr qu'il va perdre les élections. Donc il ne veut pas ouvrir cette brèche à l'opposition. Donc oui, j'avais tout à l'heure oublié d'ajouter un point sur ce qui concerne... Il y a des oppositions actives. L'opposition djiboutienne, il y a deux catégories d'opposition djiboutienne. Il y a ceux qui sont actifs. Non seulement je prends cette occasion pour féliciter le parti RED, qui manifeste quotidiennement à Djibouti et qui montre qu'ils sont catégoriquement opposés au 5e mandat. Et l'ARD aussi. Dans la même occasion, je félicite aussi l'ARD, qui eux aussi manifestent quotidiennement pour s'opposer à ce régime ou au 5e mandat. Mais il y a d'autres catégories de l'opposition qui fait un cavalier seul, qui ne veut pas s'associer au reste de l'opposition et qui négocient en quelque sorte en coulisses et qui font leur propre réunion dans une maison close, ce qui est malheureux. Il y a certains qui font des cavaliers seuls. Je ne sais pas quel intérêt ils vont soutirer, mais bon, pour le moment, nous avons ces deux catégories d'opposition. Ceux qui sont sérieux et qui se battent et qui militent. Il y a d'autres qui restent chez eux et qui attendent. On peut dire que ces gens-là, ce sont des opportunistes politiques. Ils attendent que les gens se lèvent et donc qu'ils prennent la position. Voilà, en quelque sorte, les deux catégories d'opposition que nous avons ici à Djibouti. Voilà. Vous avez parlé de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Est-ce que l'opposition djiboutienne est satisfaite du fichier électoral? Quand on fait le recensement là-haut, met le nombre d'électeurs, les votants, tout ça là. Parce que la fraude aussi se trouve à ce côté-là. On peut inscrire des gens fictifs, on peut inscrire des gens qui sont décédés il y a de là 100 ans, on peut inscrire des enfants. On a vu ça dans plusieurs pays africains où le fichier électoral était un fichier bourré de tout. On a vu ça en Guinée où la CEDEAO a même eu à intervenir pour demander au gouvernement guinéen de revoir le fichier électoral. Est-ce que vous pensez que l'opposition djiboutienne elle est satisfaite du recensement du nombre qu'on va lui présenter comme nombre de votants? Parce que à la fin, c'est ça qu'on va dire, hein, on a tel nombre d'inscrits, tel nombre de votants, et tel nombre a voté pour M. le Président, et tel nombre a voté pour telle opposition. Et après, vous allez voir des opposants avec 0,01% de gens. Est-ce que l'opposition djiboutienne est confiante que le fichier électoral va bien? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils peuvent donner la moindre confiance au CESE. Bon, la question qui se pose aussi, c'est que Guelleh n'a pas besoin de... L'histoire nous a montré qu'il est parti seul même. Il était le seul, je me rappelle à l'époque, j'étais à Djibouti, le seul candidat en poste. Ce qui veut dire que l'opposition a carrément boycotté. Il n'a pas pu trouver quelqu'un pour juste légitimer son élection. Donc, il est parti seul. Juste pour reporter. Puis, lui, il est déterminé, on le comprend. D'une manière ou d'une autre, il veut rester au pouvoir. Mais bon, en ce qui concerne les CENI indépendantes, je ne pense pas qu'il y aura une CENI indépendante sous ce régime-là. Donc, il nous faut à la fois changer la Constitution, revoir la Constitution djiboutienne et créer une deuxième république. C'est la seule solution à Djibouti. Donc, le prochain, que ce soit de l'opposition ou ailleurs, le prochain président qui viendra à Djibouti, le prochain locataire de Hermous, il sera lui aussi dictateur.
vu la constitution telle qu'il est, le cumul de mandats, l'âge, donc c'est une aberration, c'est une aberration. Il faudrait, moi, à mon avis, revoir tout ça et de remettre ça à plat. Donc, vous savez, si je ris, ça veut dire que ça ressemble à... C'est comme si c'est une maladie contagieuse à travers l'Afrique entière. C'est que ce que vous dites n'est pas différent de ce que les pays de l'Afrique occidentale vivent. C'est la même chose. C'est la même merde. Hein? Vous m'excusez l'expression, c'est la même merde. Alors, dans ces conditions, monsieur Omar, est-ce que vraiment on peut s'attendre à des élections paisibles en Djibouti le 30 avril prochain? Est-ce qu'on peut s'attendre, puisque vous parlez des manifestations sont prévues, ça veut dire que les gens vont sortir. Est-ce que, voyant déjà l'état de droit qui n'est pas respecté, est-ce que les forces de l'ordre vont laisser les gens manifester librement? Est-ce qu'il n'y aura pas violence? Est-ce que les élections là, dans quel état vous pensez que les élections là auront lieu le 30 avril? Si elles ont eu lieu. D'accord. Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Le scénario le plus probable est que ces élections-là n'auront pas lieu, parce qu'aujourd'hui, même les manifestations qui ont eu lieu suite à l'affaire du pilote au tout début, ouais. Quand les Djiboutiens ont été choqués par les conditions de détention et l'histoire. Donc, il y a eu de fortes manifestations, mais ils ont été réprimés par la force. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais voilà, le fait qu'il y ait eu des démissions, je ne dirais pas grâce à moi, mais il y a eu des démissions du côté de la garde républicaine, de l'armée nationale, et il y a eu des abus. La population et les forces de défense et de sécurité sont divisées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils voient que Guélé n'est pas là pour leurs intérêts. Alors imaginez, un soldat touche la maudite somme de $300. Alors avec $300, il ne pourra jamais construire une maison ou s'acheter une voiture ou bien manger à sa faim. Donc les soldats, les hommes en uniforme comprennent que si la population sort, il faudra se mettre de leur côté. Nous sommes en train de mettre les conditions nécessaires pour que la population réclame leur droit de vivre, leur droit d'être libre, de manifester. Voilà. Alors, pour vous dire que il y a quelques semaines, le président actuel, Ismaël Omar Guelleh, a dû forcer les écoliers, les collégiens et les écoliers qui sont mineurs, qui ont moins de 18 ans, ont été donc transportés avec des bus, ramenés au stade municipal de la capitale, rassemblés sans l'autorisation parentale. Sans l'autorisation parentale, sans se soucier du Covid. Ouais. Donc, on a des images. Et j'aimerais donc aussi vous informer que toutes ces images-là, toutes ces vidéos-là, vous pouvez les revoir sur un site web dont je suis responsable. Vous allez le forward, qui est independence.org, qui en même temps sponsorisera la coalition pour mener à bien leur travail. Donc on voit des jeunes enfants, des écoliers, des collégiens rassemblés pour crier oui pour un 5e mandat. Les adultes ont refusé de sortir. Le slogan actuel des Djiboutiens est « Oui à la 2e République ». Comme l'a dit mon frère Saïd, ouais. La Constitution a été bafouée, a été changée, a été violée. Donc, on est en train de préparer les conditions pour la venue d'une 2e République. Merci. Donc, Saïd, est-ce que, quand je l'ai écouté, pour lui, le scénario le plus probable, c'est que les élections n'auront pas lieu. Et si les élections ont lieu, quelle serait, selon vous, la période post-électorale? Comment vous la voyez? Parce que si je prends son scénario, ça voudrait dire que les gens vont exprimer leur opinion, leur pensée.
les gens vont exprimer leur mécontentement contre le 5e mandat et vont demander que ces élections soient suspendues, soient annulées et qu'on reprenne les choses à zéro. Et si le président Saïd Guelleh fait la tête dure, fait la sourde oreille et fonce droit dans le mur, après ces élections, quelle sera la période post-électorale? Créer un gouvernement d'union nationale, de transition, revoir la Constitution, changer la Constitution s'il le faut, pour créer plus d'espace de liberté, remettre le pays dans le droit chemin, c'est-à-dire la démocratie et l'état de droit, qui ne sont plus respectés ici. Je pense que sur la Constitution djiboutienne, il y a eu 4 amendements, ou plus de 5 amendements, c'est-à-dire la Constitution, il le change du matin au jour. Donc, donc la Constitution djiboutienne, ce n'est pas une Constitution, il y a eu 4 amendements. De 117 à 2021, il y a plus de 4 amendements. Alors que la Constitution américaine fait plus de 150 ans, voilà, avec peut-être un ou deux amendements. Et le changement de la Constitution, c'est juste pour améliorer, pour juste pérenniser le pouvoir en place, tout simplement. Voilà. Donc, l'opposition djiboutienne, à Djibouti, nous avons cette particularité, nous sommes un tout petit pays. J'ai émis des doutes sur 950, tout ce qui vient du gouvernement n'est pas c'est le site gouvernemental. Donc moi, selon moi, la population djiboutienne, c'est aux alentours de 700 000, tout ça. Donc je ne sais pas si dans le papier ici et là, mais bon, la question qu'il pose la population djiboutienne, c'est le territoire déjà est un territoire minuscule, et la population, c'est une population très réduite. Donc, en fait, tout le monde se connaît. Donc tout le monde se connaît à Djibouti. Et la particularité aussi à Djibouti, c'est que le gouvernement, il a quadrillé le pays, il a quadrillé toutes les rues. Donc, c'est difficile que les gens puissent sortir. Il ne donne pas de liberté. Lui, il joue toutes les cartes. Que ce soit la violence, quadriller le pays, empêcher qu'il y ait des manifestations pacifiques. C'est pour étouffer tout ça. Donc, pour moi, à moins qu'il y ait un sursaut ou que la rue change la donne, la solution viendrait du côté du peuple. Exactement, c'est ça qui pourrait un peu changer la donne. Et il faut que boycotter, c'est bien, mais il faut que le boycott soit actif. Voilà. Sinon, un boycott sans activité, ça pourrait tuer aussi l'opposition. Voilà. Rester à ne rien faire, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Vous savez, mon pays, le Togo, aussi est petit. C'est un tout petit pays, oui, avec une population de 7 millions. Les problèmes sont similaires. C'est pourquoi j'ai tellement d'émotions quand je vous entends parler. Les problèmes sont similaires. Le pays est petit, le régime connaît tout le pays. S'il veut le cadrer, il le cadre bien. Et il oriente les marches là où lui-même il veut. C'est à peu près la même chose. Donc il n'y a pas une grande différence. Mais vous parlez du peuple. J'aime bien qu'on parle du peuple. Mais j'ai remarqué que les peuples africains sont impuissants devant ces régimes-là. Ce n'est pas à Djibouti seul. En Côte d'Ivoire, nous avons vu. Les Ivoiriens se sont levés contre le 3e mandat du président Ouattara. Ils sont sortis, il n'y a que de morts. Et pourtant, les élections ont eu lieu. Nous avons au Togo, depuis 2017, le peuple est dans les rues. Et pourtant, les élections ont eu lieu. Nous avons vu en Guinée, le peuple est sorti dans les rues massivement. Et pourtant, les élections ont eu lieu. Alors, est-ce qu'il y a une manière différente avec laquelle le peuple djiboutien, lui, il va se présenter pour qu'il ait gain de cause? Parce que nous avons compris que ces régimes sont soutenus par des forces plus fortes qu'eux-mêmes. Alors est-ce que l'opposition, vous me permettez de dire, est-ce que l'opposition djiboutienne a une autre manière de faire les choses cette fois-ci qui va permettre qu'il y ait vraiment un effet, un impact pour que le gouvernement recule? Monsieur Omar. D'accord. Tout d'abord, il faut dire que
on ne s'est jamais mis dans la tête que Ben Ali aurait pris facilement l'avion comme il l'a fait. Oui. Oui, vous avez raison. Moi-même, en 2000, je pense, j'avais visité la Tunisie et j'ai vraiment eu un aperçu de la dictature qui régnait donc, à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'était une des dictatures les plus dures en Afrique. Donc, un régime policier. Donc, Djibouti, c'est le copier-calquer de la Tunisie. Mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je suis quelqu'un de très croyant. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, et d'ailleurs, Saïd vient d'apprendre cette information et nos téléspectateurs, que bientôt, il y aura des communiqués de presse, il y aura un visage. Il y a une équipe qui travaille très très dur, qui est embusquée et tout ce que nous savons, c'est qu'on ne ménagera aucun effort pour chasser cette dictature. Vous enfermez un chat dans une cage et dans une chambre, vous avez beaucoup de chances de perdre les yeux. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, ça a touché au fait toutes les couches sociales. Voilà. Donc il n'y a pas que la couche moyenne. Ça a touché toutes les couches sociales et la jeunesse djiboutienne a pris conscience qu'il faut qu'il y ait un changement. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est vraiment mettre ces conditions-là pour accompagner le peuple à se révolter. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et on est en train de suivre beaucoup de démarches qu'on ne peut pas ici, pour des raisons stratégiques, dévoiler. Mais bientôt, les Djiboutiens, ils auront un soutien vraiment de la part de l'opposition. Merci. Je voudrais dire à nos chers téléspectateurs, surtout à nos amis djiboutiens de la diaspora et ceux qui sont au pays, quand je dis diaspora, c'est à travers le monde entier, et ceux qui sont au pays, que de rester tone. C'est-à-dire que dans quelques jours, dans quelques semaines, les choses sérieuses vont commencer. Et ces choses sérieuses, ce n'est pas ici que les responsables que j'ai reçus vont les dévoiler. Mais jeunesse djiboutienne, sois prête. Dès que tu vas entendre le cri de sortie, le cri de départ, boum, prends tes chaussures et sors. Toi, peuple djiboutien, dès que tu vas entendre une information de ton leader politique ou de tes leaders politiques, sors. Ne te pose pas la question. Ne dis pas que ce n'est pas moi, que ça ne me concerne pas. Car ce qui concerne ton voisin aujourd'hui peut te concerner demain. Et quand tu dis que ce n'est pas moi, c'est aux autres que ça arrive, demain, ça peut t'arriver. Et les autres aussi diront que c'est aux autres que ça arrive, ce n'est pas à eux. Alors cette histoire-là, cette histoire dont parle mon invité Omar, c'est une affaire sérieuse. Attendez, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, soyez attentifs. Dès que le message est lancé, distribuez-le. Partout. Dès que le message est lancé, peuple djiboutien, lève-toi et réclame ton dû. Lève-toi et réclame ta liberté, et réclame ton développement, et réclame la souveraineté de ton pays. C'est le message là que Saïd et Omar sont en train de vous livrer ce soir ici, à travers le canal de cette télévision panafricaine, qui parle de Djibouti, parle de Tempo Afrique TV, qui parle de Djibouti, parle de l'Afrique, qui parle de Djibouti, parle de toutes les communautés africaines. Alors nous ne serons restés non sensibles à ce qui se passe à nos frères djiboutiens, à nos sœurs djiboutiennes. Car la liberté fondamentale de l'individu ne se négocie pas. Je dis bien, la liberté fondamentale d'un individu ne se négocie pas. D'une personne ne se négocie pas.
Et ça serait de la même manière que la liberté d'une nation ne saurait être négociée. Peuple djiboutien, votre destin est à votre main. Vous tenez votre propre destin. L'avenir de votre pays vous appartient. C'est à vous de faire de votre pays Djibouti ce que vous voulez. Si vous voulez que Djibouti soit un pays de dictature pour l'éternité, c'est à vous, jeunesse djiboutienne. Si vous voulez que Djibouti soit un pays de démocratie, de liberté d'expression et de manifestation, surtout le pays où il y a un état de droit, c'est le moment d'agir. C'est le moment. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est maintenant. Maintenant. En 2021. Agissez avant avril 2021. Agissez. Bon, c'est ce que j'allais à dire comme un plus que je devrais mettre dans tout ce qu'ils ont dit parce que la situation est grave en Djibouti. Il y a peu de personnes qui savent que c'est ce qui se passe dans ce pays de la Corne d'Afrique. Je voudrais rajouter un point. Oui, allez-y. Donc, juste pour vous donner un peu un état de la gravité de la violation des droits de l'homme actuellement à Djibouti. Donc, je suis père de 4 enfants. Je suis marié. Normalement, j'avais droit à l'accompagnement familial pour mon stage, puisque c'était un stage de longue durée. Mais l'état-major avait refusé gratuitement. Bref, actuellement, il y a 3 mois, mon épouse a déposé sa demande de passeport et la demande de passeport de mes enfants. Donc, j'ai rempli tous les papiers administratifs qu'il fallait remplir. Leurs passeports sont pris en otage à Djibouti. Voilà. Une autre anecdote, vous avez le frère du pilote Fouad Youssouf Ali, qui vit au Canada, qui a fait beaucoup de vidéos, qui a réclamé l'attention du président, lui a demandé d'être miséricordieux, de jeter un œil sur son petit frère. Mais malgré cela, rien du tout. Donc, le grand frère a décidé de quitter le Canada, de s'envoler pour Djibouti. Il s'est vu refuser non seulement pas le visa, mais la compagnie aérienne Qatar Airways l'a appelé pour lui dire que elle n'aurait pas le droit d'atterrir sur Djibouti s'il était à bord de l'avion. Je voulais terminer. Si vous permettez, Yves, je voulais ajouter un point. Je veux juste, puisqu'on s'achemine vers la fin de l'émission, un point d'euphémisme. Nous allons bientôt avoir notre plateforme ici, sous Tempo TV, sur le panafricanisme, en charge. C'est une manière, nous allons bientôt organiser la diaspora djiboutienne de Minnesota, elle augmente. Donc nous avons une forte communauté djiboutienne ici à Minnesota et ailleurs. Cette télévision, ce plateau nous permettra de faire parler les diasporas où ils sont et donc de discuter et de se mettre derrière l'opposition pour qu'il puisse avoir un changement à Djibouti. Et pour terminer, je dis au peuple djiboutien que le destin est bien entre vos mains. Voilà. Alors, M. Omar, nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Et quel est votre message pour le peuple djiboutien? Je pense que vous avez déjà envoyé un message très fort. Et en tant que Djiboutien, en tant qu'ancien responsable militaire, je dis qu'on n'a qu'une seule vie et on a le droit de vivre librement, dans la dignité. Donc la balle est dans le camp des Djiboutiens. Il faut réclamer votre liberté. Je dis assez, assez de dictature. Je dis libérer nos frères qui sont injustement détenus. Donc je lance un appel aussi à l'opposition qui n'a pas rejoint cette équipe qui va bientôt se dévoiler. Bras ouverts, je leur dis de rejoindre cette équipe de travail. Il n'y a qu'avec les doigts liés que l'on forme un point. Donc, il faut se rallier à ce mouvement-là. Les Djiboutiens, si vous voulez un meilleur avenir, c'est le moment ou jamais de prendre votre avenir en main et
de sortir, de manifester, de réclamer votre droit. Voilà voilà mon message. Et pour les hommes en uniforme, mes camarades, les militaires, les gendarmes, les policiers, tout ce que je leur dis, vous avez en face de vous, ce sont vos mamans, vos cousins, vos soeurs, vos frères, vos enfants. Voilà, donc vos proches. Vous savez qu'un militaire sans formation politique est un criminel en puissance, comme l'a dit Thomas Sankara. Donc si vous voulez avoir une vie digne, avec un salaire digne, Djibouti a beaucoup de ressources. Soyez du côté de vos frères. Voilà. Votre mot de fin en même temps, s'il vous plaît. Et je voudrais remercier mon frère Saïd. Je voudrais vous remercier aussi l'équipe technique. Il faut rappeler que Saïd donc m'a invité sur ce plateau-là et vient donc aussi de créer par la même occasion une plateforme qui sera donc accueillie ici à bras ouverts par nos frères de Tempo TV. Je veux remercier Tempo TV pour le travail remarquable qu'ils font. Donc voilà, Saïd va lancer une plateforme qui s'appellera Jib House et je voudrais aussi vous faire part de mon site web avec nos amis américains qui sont donc des défenseurs de droits de l'homme, qui militent pour la Deuxième République à Djibouti, pour la démocratie. C'est donc indépendance.org. Je pourrais mettre le lien sur mon compte Facebook et Tempo aussi va le rallier. Donc je voulais dire merci pour cette soirée, merci pour ce plateau et à la prochaine. Merci à vous. Monsieur Saïd, votre message et votre mot de fin. Tout simplement, je voudrais encourager les opposants sur place et je dis toujours au peuple djiboutien que vos destins est entre vos mains. Il faut se soulever, manifester, réclamer vos droits dans la paix et dans la dignité. Et donc, sur ces mots-là que je referme le plateau. Je vous remercie, Monsieur Yves, pour votre émission édition spéciale. Merci encore et merci à nos frères togolais aussi que nous regardons de Togo et d'ailleurs. Voilà, vous venez de suivre, vous venez d'écouter M. Saïd. C'était avant M. Saïd, M. Oumar. Je vous signale que j'avais sur ce plateau avec moi deux invités de la diaspora djiboutienne ici aux États-Unis. J'avais reçu M. Saïd Bilé. Il est un activiste ici de la diaspora et qui bientôt fera partie de la maison de Tempo Afrique TV pour une nouvelle émission pour la communauté djiboutienne ici à Minusura. Et à ma droite, j'avais M. Oumar Hassan. Il est un ancien homme de l'armée, des forces armées de Djibouti. Il est maintenant activiste, défendeur des droits de l'homme et il a un website que nous allons vous communiquer plus tard où il lutte pour la libération de Djibouti, surtout pour l'avènement de la Deuxième République de Djibouti. Alors, chers téléspectateurs, c'est avec ces invités que nous avons travaillé aujourd'hui. Yves Kenao, Malik Sall pour cette émission Special Edition. Je vous signale que si, par hasard, les élections de Djibouti, les élections présidentielles de Djibouti de 30 décembre et de 30 avril 2021 auront lieu, si elles tiennent, il y aura un veillée électoral ici pour parler de ces élections de Djibouti. Point à point. Les résultats, on vous donnera les résultats circonscription électorale par circonscription électorale et les chances des uns des autres pour gagner les présidentielles. Alors, jusqu'à présent, on ne sait pas si elles auront lieu ou pas. Mais si elles tiennent, le 30 avril, on sera 8 encore... avril. Le 8. Oui, le 8 avril. Ok. Le 8 avril, on sera encore ici. Le 8 avril, c'est dans 2 mois seulement, hein, on sera encore ici pour discuter, faire commentaire sur cette élection de Djibouti, présidentielle 2021. Mais jusque-là, on ne sait pas si elles auront lieu ou pas. Alors, chers téléspectateurs, c'est avec ces mots-là que nous vous disons merci. Nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres à cette heure-là. À cette heure. Et je sais que chaque fois que vous êtes sur Tempo Afrique TV, vous gagnez quelque chose un peu plus.
chaque jour, Tempo Afrique TV fait un peu plus aussi pour vous. Alors, chers téléspectateurs, ne quittez surtout pas, car dans quelques instants, vous serez dans les bonnes mains du pasteur Edo. Alors jusque-là, je vous souhaite bonne nuit, que le Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'Allah vous bénisse et que je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et au même endroit, à la même place sur Tempo Afrique TV. Bye bye et bonne nuit chez vous.